Donc en fait, on vendait le fait que nos travailleurs n'étaient pas aussi cher payés que, aussi grassement, enfin, aussi bien rémunérés que les travailleurs dans d'autres pays. Mais lorsque vous avez une bonne gouvernance en règle générale, le phénomène qui se passe, c'est qu'il y a une extraction de rente, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation effectivement de capital chez le directeur, chez le patron, le possédant de l'usine. Donc il gagne de l'argent. S'il est dans un système où il se projette dans l'avenir, où il se dit mon avenir est dans cette industrie et il est dans ce pays, qu'est-ce qu'il fait? Il réinvestit dans l'amélioration de son appareil de production. Il investit aussi dans l'éducation de ses ouvriers. Pourquoi? Parce qu'il sait que son avantage comparatif ne va pas le rester toute la vie. Qu'à un moment donné, il y aura d'autres pays qui vont arriver sur le marché, qui eux vont proposer des coûts du travail qui sont plus bas et que donc nous serons nous squeezés, c'est-à-dire qu'on aura perdu notre avantage comparatif. Donc dans la chaîne de valeur de production, on doit monter les escaliers. Et on monte comment? Par une évolution positive de la productivité. Et ça veut dire plusieurs choses, donc deux importantes. La formation. Donc il me faut un encadrement intermédiaire plus important, il me faut des gens qui savent lire et écrire, il me faut de bons ingénieurs, il me faut, par exemple pour le cas du textile, il faut aussi de l'art, il faut des designers, c'est l'un des problèmes au Maroc aussi, donc des gens qui sont créatifs, etc. Et il me faut de nouvelles machines, donc je réinvestis. Or, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du textile qui vit une crise permanente depuis quelques années déjà? Ben, il s'est passé que ce réinvestissement n'a pas été fait. Que ce saut qu'on aurait dû faire pour monter dans la chaîne de valeur n'a pas été fait, au moins n'a pas été fait de façon suffisante. Au point où, lorsque l'Inde, le Pakistan, la Turquie, qui a même une union douanière maintenant avec l'Union européenne, et la Chine ont eu un accès égal au nôtre vis-à-vis de l'Union européenne, qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré en crise parce qu'on a commencé à perdre des parts de marché de façon importante. Et la question qu'il faut se poser, qui est une question institutionnelle, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'investissement? Et j'offre à votre réflexion le fait que, au-delà des discours populistes qui tendent à traiter les hommes d'affaires de mafieux de façon généraliste, etc., c'est-à-dire que s'il y avait des conditions qui permettaient à nos hommes d'affaires de se projeter dans l'avenir et de comprendre qu'ils pouvaient prospérer encore plus en restant dans leur secteur en rêve, ils sont dans leur secteur, ils l'auraient fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que leur perception du risque du pays, du secteur, était assez élevée pour les dissuader de réinvestir dans notre appareil de production et moderniser notre économie. Je pense que ce secteur-là est un secteur qui est assez typique des défaillances institutionnelles. Et par défaillance institutionnelle, je ne prendrai qu'un exemple, c'est la justice. Vous savez, quand vous êtes homme d'affaires, la science des gestions, et nous sommes dans le bon endroit pour en parler, a inventé beaucoup de modes de protection de risque. C'est-à-dire qu'on a appris à se protéger de certains risques. Il y a un risque qui est très compliqué d'éviter ou de se protéger contre, c'est le risque politique. Et ça veut dire l'imprévisibilité. C'est d'ailleurs pour ça, bon, je n'ai plus que 3 minutes, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est pour ça que j'estime que les années 90, au contraire, étaient des années très intéressantes parce que quand vous comparez ce qui est comparable, c'est-à-dire à ressources égales, vous vous rendez compte qu'on n'avait pas l'argent qu'on avait des MRE dans les années 90, on avait une pluviométrie qui était beaucoup plus problématique dans les années 90, et on a eu une série, c'était à la mitraillette, les réformes, c'était à la mitraillette dans les années 90. Encore une fois, sur le code de gestion, la réforme des marchés financiers, la réforme comptable, la loi bancaire, et j'en passe et des meilleurs. Tout ça s'est passé dans les années 90. Et même au niveau politique, on parle aujourd'hui de la grande arrivée de Sékou Touré à la tête du gouvernement. Rappelez-vous, Abdelrahman Yousfi. C'est à peine si on n'avait pas appelé le Mandela marocain, à l'époque en 97, qui était aussi une ouverture. Je ne vous parle pas de la presse, et là nous avons des indicateurs directs, quantifiés, qui démontrent qu'aujourd'hui, la situation de la presse est pire que dans les années 90. C'est pas moi qui le dis, c'est Freedom House, qui est une ONG, même proche du gouvernement américain, basée à Washington. Donc en réalité, vu les ressources qu'on avait dans les années 90, ça a été des ressources plutôt, entre guillemets, relativement, je dis bien relativement, bien utilisées. Mais il y a un phénomène dans les années 90 qui, à mon avis, est sous
analysée, qui est très importante et qui est indicative d'une ouverture, et qui permet de dire qu'aujourd'hui, malheureusement, cette ouverture ne s'est pas poursuivie, c'est le début, je dis bien le début, d'autonomisation de la classe des enfants. C'est-à-dire que nous avons vu l'émergence de quelque chose de nouveau, qui est l'entrepreneur indépendant politiquement. Ce n'est pas un entrepreneur qui fait de la politique, ce n'est pas un entrepreneur qui vous dit « moi, je veux ce dirigeant et pas ce dirigeant », non. C'est un entrepreneur qui vous dit « il y a eu un changement de contrat social, votre gouvernance autoritariste a failli puisque vous n'êtes plus capable de remplir votre part du contrat social ». Les émeutes de 81-84 étaient une illustration de cette faillite. Pourquoi on les appelle les émeutes du pain? Parce que le pain a renchéri. Pourquoi le pain a renchéri? Parce que l'État a subventionné moins. Or, rappelez-vous, l'État rentier, c'est que je vous nourris, je vous éduque, et vous ne parlez pas. Puisque vous n'arrivez plus à nous nourrir, à nous éduquer, et je schématise et je caricature à l'extrême, donc, changement de notre relation, de ma relation en tant que citoyen vis-à-vis de l'État. Qu'a fait l'État? Et en fait, ça a été dans l'ajustement structurel, je sais que ça écorche les oreilles de beaucoup de mes amis progressistes, mais en réalité l'impact de la Banque mondiale à l'époque a été un impact subversif par rapport au régime. Parce qu'il y a eu un détricotage du système de retraite. La privatisation, c'était quoi? C'était d'enlever à l'État, donc aux élites au pouvoir, leur enlever un mode de corruption des élites. Le syndicaliste, j'embauche son fils à la régie des tabacs, etc. Avec une redistribution. D'ailleurs, la CNSS et l'UMD sont un exemple extraordinaire de ce système de corruption de la classe, des dirigeants des classes ouvrières. Avec les scandales, on vit toujours d'ailleurs les répercussions de ces scandales-là. Puisque l'État n'a plus les moyens donc, de ce contrôle politique et n'a plus les ressources financières pour stabiliser socialement le pays, nous avons besoin de nouvelles ressources, et ces nouvelles ressources, c'est les impôts. Et ces impôts qui les produisent, vous avez besoin de ce petit entrepreneur qui a cette petite usine, qui va prendre des risques, qui va aller vous chercher des marchés à l'étranger, qui va faire travailler des gens, et qui va vous payer de l'IS, qui va faire payer de la TVA, qui va vous payer de l'IGR, etc., pour que vous puissiez payer votre État, pour que l'État puisse fonctionner. Donc le rapport de force a commencé un petit peu à changer. Et encore une fois, ce n'était pas des demandes politiques au sens où on l'entend généralement, mais c'était des demandes de règles de droit. C'est-à-dire une demande de prévisibilité du droit et de la justice. Parce que la caractéristique principale de l'autoritarisme, c'est que l'autoritarisme vous dit la loi c'est moi. C'est ce que je dis moi quand je veux moi. D'accord? Et le début, il y a un grand débat philosophique là-dessus, mais beaucoup de gens pensent que le début de la démocratisation, c'est la règle de droit. C'est-à-dire, une fois où vous nous écrivez, vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, et tout le monde se tient à ce ça. C'est le début. Et la demande exprimée par cette classe des affaires naissantes, c'était de dire, s'il vous plaît, on vous aime bien, nous n'avons aucun problème avec le régime, etc., mais on ne peut pas opérer dans un cadre d'incertitude absolue, surtout au niveau juridique et au niveau judiciaire. Donnez-nous un cadre de travail qui soit réglementé, écrit, par rapport à l'État. Et ça a été le début, un début important de cette époque. Et c'était une évolution qui était très positive parce que là, vous avez affaire non plus à une bourgeoisie contradore, encore une fois, le terme marxiste, créée par les régimes autoritaires, mais avec une bourgeoisie qui est au sens, encore une fois, marxiste du terme autonome, qui donc fonctionne quasi autonome. Encore une fois, il faut mettre beaucoup de sel dans cet argument-là, mais qui commence à fonctionner de façon autonome. Et ça, et je vais conclure là-dessus, ça s'est répercuté, ça s'est illustré comment? Écoutez, je vous invite à relire la presse lorsqu'il y avait les élections de la présidence de la CGF les années 90. C'était des spectacles extraordinaires de débat. Vous avez le général 4 à 5 candidats, et ça se chamaillait, ça s'insultait un peu, et il y avait des idées. Il y avait une remontée d'idées, il y avait une vision qui était une vision de défense d'intérêt propre. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'était pas des Mère Teresa. Mais au moins, il y avait l'expression d'un intérêt qui était clair, qui était circonscrit, qui venait nourrir l'agora, qui venait nourrir le débat, et qui permettait donc aux décideurs de prendre des décisions sur la base d'informations vraies. Mais des informations qui sont des informations qui font plaisir aux décideurs, mais des informations réelles sur lesquelles on peut baser une politique sérieuse. Les deux dernières élections de la CGF se sont faites à candidat unique et c'était le candidat de régime. Et je conclue dessus.